L'homme veut réfléchir à son avenir. Alors tu lui proposes deux voies. Une voie où il réfléchit sans connaître son passé, et une autre voie en connaissant son passé. Bien évidemment, sa réflexion risque d'être enrichie par le passé, parce que s'il n'a rien du tout, c'est plus négatif. Hein. Alors, simplement, pendant la plus grande partie de notre histoire, nous, les humains, on a été nomades. Nomades. Quand on est nomade, on ne peut pas être nombreux. Être nomade dans le désert, c'est être mobile, et pour être mobile, il ne faut rien posséder. Être nomade, c'est ça. Pour avoir des populations plus importantes, il faut être sédentaire. Quand tu es sédentaire, tu peux devenir agriculteur, tu peux devenir éleveur, tu peux avoir plus de population. C'est comme ça que sont arrivées les populations. Les emmerdements. Une augmentation absolument énorme. Il faut bien voir que en même pas 10 000 ans, on est passé d'une population mondiale qui était quoi, de l'ordre peut-être du million d'individus, à 7 milliards. Sédentarisés. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus se déplacer, y compris en fonction Si des je changements déplace, climatiques. mais ça va poser un autre problème qui existe déjà. Il y a le problème de l'eau potable, puis il y a le problème de la nourriture. À l'heure actuelle, tu as combien? Tu as 2 milliards d'Homo sapiens qui se couchent le soir sans avoir mangé à leur faim. Et on n'est que 7 milliards. Les projections, je ne m'en rappelle plus, mais enfin... 9, non, 40. Oui, bon. Donc la planète va devenir trop petite, à moins qu'il se passe des choses. À moins qu'il se passe des choses. Alors, en ce sens, je pense que mieux connaître le passé, ça permet de mieux envisager ce qui nous attend. Par exemple, mieux connaître le passé, c'est avoir une idée des fluctuations climatiques. On sait qu'entre les interglaciaires, il y a des moments où c'est plus chaud, il y a des moments où c'est plus froid, enfin, etc. Et on sait que tout ça est fluctuant. Et je crois donc que ce sont des éléments qui seront importants aux hommes pour réfléchir sur leur passé. Alors, si on regarde la durée de vie d'une espèce, alors, les paléontologues se sont amusés à calculer la durée de vie moyenne d'une espèce. Ça ne veut rien dire sur le plan biologique. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La moyenne, en biologie, ça n'existe pas. Tu connais l'histoire du médecin légiste belge. Tu connais? Non. Alors, c'est un légiste qui faisait des autopsies et qui était passionné par les statistiques. Et à chaque autopsie, il prenait le volume du cœur, le volume des poumons, le volume de la cage thoracique, ainsi de suite. Il prenait le volume de tout. Il a fait ça très longtemps, il est devenu bien vieux, puis à la fin, quand il s'est arrêté,
il a calculé le volume moyen de la cage thoracique, le volume moyen du cœur, le volume moyen des poumons, et ô surprise, dans la cage thoracique moyenne ne logeait pas le cœur moyen, les poumons moyens. La moyenne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, ce que je dis, ils ont calculé comme ça un chiffre qui n'a pas de signification biologique, mais la réponse c'est 5 millions. Tu imagines si on vit encore 5 millions d'années au rythme où on est parti? Problème. Voilà à quoi ça sert de connaître l'avenir. J'ai une petite question subsidiaire. Tu dis changement climatique, tu montres les changements climatiques, même si l'homme est très récent, au fond, l'humanité est très récente par rapport à l'échelle de temps que tu dis toi. Hein. Mais dans cette échelle de temps qui est l'échelle de l'homme, on voit bien qu'en fait, une des réponses au changement climatique, ça a été le nomadisme. Or, cette réponse-là, il ne l'a plus. Tu me disais ce matin, la sédentarité est là où commence le problème. Oui, bien sûr. C'est le À problème cause de du l'accroissement nombre. voilà, Ouais, de c'est le population. problème du nombre. C'est le problème du nombre. Mais non, c'est pas aussi simple que ce que tu dis. Alors, il faut que je m'exprime sûrement plus clairement sur les fluctuations climatiques. On connaît, au cours de l'histoire de la Terre, des fluctuations climatiques nombreuses et variées. Les plus proches de nous sont les glaciaires et les interglaciaires. Bon, dans les interglaciaires, il y a par moments des fluctuations, ça bouge. Si on veut avoir des choses plus fortes, on en connaît, par exemple, j'y faisais allusion pour mes singes, à 40 millions d'années, c'est le dernier grand maximum climatique, maximum thermique. Il a fait très chaud de telle sorte qu'on a eu une forêt tropicale humide qui partait d'Asie du Sud et qui qui traversait l'Afrique, qui passait en Antarctique et qui remontait en Amérique du Sud. Non, tout ça pour dire que vis-à-vis du grand public, le climat, c'est pas quelque chose qui est stable. Mais parallèlement, il est urgent qu'on s'arrête de faire des bêtises. Eh ben oui, parce qu'on en rajoute, nous. À une machine qui est la machine Terre, qui a son fonctionnement à elle, on est en train de rajouter des choses qui n'étaient pas prévues. Et sur des échelles de temps extrêmement courtes. Oui. Donc il faut qu'on arrête. Je sais pas, il y a des choses qu'il faudra bien qu'on prenne en compte. Et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers cela. On n'est pas parti pour. Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Mais c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu la politique qui est menée sur les routes. Quand il y a un carrefour dangereux, généralement on l'aménage quand il y a eu un mort, mais pas avant. Le changement n'intervient que quand le problème est avéré, quoi. Alors, le tout, ça va être où se situe le mur. Moi, ce qui m'effraie, c'est la mise en perspective. Parce que si tu calcules, quand je dis 10 000 ans, la sédentarisation est même postérieure à 10 000 ans. À 10 000 ans, on n'est pas sédentaire. Oui, 6 000 ans presque, 6 000 ans avant. 6, 8, oui. Bon. Tu te rends compte que sur
7-8 millions d'années, ce que ça représente. Et c'est exponentiel. Et même, je regardais sur la question agricole, hein, je traitais la question agricole, dans les années 50, la population mondiale était à 2,7 milliards. En 2014, on est à 7 milliards. Donc on voit bien qu'on a nourri de 2,7 milliards à 7 milliards. Mais on ne peut pas mesurer l'impact d'un tel processus, d'un processus aussi rapide. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la superposition du modèle du système climatique naturel, on va dire, mondial, avec l'impact humain, quoi. Et ça, on n'arrive pas. Il est tellement puissant dans le temps, dans l'échelle de temps, qu'on n'arrive pas à le mesurer, quoi. On dirait que l'homme a quand même une incapacité ou une difficulté à amener sa conscience de l'individu vers le monde global. Tu vois ce que je veux dire? On ressent ça dans les... Je pense, oui, qu'à certains moments, il y a du mal à mettre le tout en perspective. Et je pense que c'est un problème plus de facteur temps. Parce que les uns et les autres ne mesurent pas le temps, ne mesurent pas. Quand on dit 7 millions, 8 millions d'années, ça veut dire quoi? L'échelle humaine, ça ne représente rien. Mais si tu fais le ratio de 8000 ans à 8 millions d'années, d'accord? Oui, ça veut dire quelque chose. Et là, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi s'interroger. D'où la réflexion que tu avais au début, c'est-à-dire si on mesure le présent, si on regarde le présent, en ayant conscience de ces échelles de temps dont tu parles, on voit bien qu'il y a une espèce de processus exponentiel qui là, et si tu le regardes sans regarder ce qu'il y a avant, ça t'émeut pas, mais si tu le regardes en prenant en perspective ce que tu dis, c'est-à-dire ce ratio entre 5 millions d'années et 8000 ans, là, ça fout le vertige. Oui, il faut... Je pense que le phénomène auquel on fait allusion en ce moment, c'est un phénomène biologique, hein, mais c'est comme les phénomènes géologiques. Les phénomènes géologiques ne sont compréhensibles que dans le temps. À l'échelle humaine, qu'est-ce que c'est que l'ouverture d'un océan ou la fermeture d'un océan? Ça n'a pas de sens. N'empêche que le temps que j'étais aux États-Unis, il y a eu une secousse à 5,8 à Los Angeles, et il y a eu un séisme à 8,2 au Chili. Quand je dis aux Californiens, j'étais chez un collègue dont la maison est construite sur la faille de San Andreas, j'ai dit, ça t'inquiète pas, oh. Mais quand ça va faire, quand le Big One là, va arriver, ça va faire sens. ah, mon Dieu, mon Dieu.